Oui, je n'ai pas choisi ces dinosaures au hasard. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Jurassic World Rebirth, Jurassic World Renaissance en France, est sorti le 4 juillet ici, et comme vous l'avez compris en lisant le titre de la vidéo, je ne suis pas là pour dire du bien de ce film, loin de là. Bienvenue dans la critique salée de Jurassic World Renaissance. Mais avant de nous pencher sur ce film, parlons d'abord de sa promotion catastrophique, qui restera dans les mémoires, et qui je pense a battu haut la main celle de Fallen Kingdom. Il conviendra juste après de parler des origines de ce film, pour bien comprendre ce qui n'a pas marché, et nous ferons ensuite une petite escale pour parler de la date de sortie du film en France. Après ça, nous accosterons la critique du film sans spoiler, puis avec spoiler. Alors installez-vous bien et prenez une boisson fraîche, car le sel de cette vidéo risque d'être aussi puissant que celle forme parfaite. Je ne vais pas y aller par quatre chemins, la promotion de ce film était désastreuse, à tel point qu'elle nous a rappelé celle de Fallen Kingdom. Fallen Kingdom, dont on connaissait presque tout avant sa sortie, à cause des bandes annonces et des spots TV. Jurassic World le monde d'après de son côté, aurait aussi pu se permettre de ne pas trop en dévoiler dans ses bandes annonces. Je pense surtout à la scène avec le Pyroraptor qui plonge sous la glace, pour ensuite montrer ses compétences de nageur. Ça aurait dû être conservé pour le film, et n'aurait jamais dû être dans une bande-annonce. La différence avec Fallen Kingdom, c'est que le film a beaucoup misé sur le site Dino Tracker pour sa promotion. Il y avait des dinosaures partout dans le monde, et les fans attendaient impatiemment des nouveautés. On avait notamment droit à des ptéranodons du troisième film, ainsi qu'à des vélociraptors de ce même film. Renaissance, quant à lui, a commencé plutôt discrètement, avec des photos de personnages dans les hautes herbes, puis une bande-annonce, et tout à coup ça s'est intensifié à partir de la seconde bande-annonce. Une armée de spots TV a fait son apparition, et ça ne vous a probablement pas échappé si vous avez régulièrement jeté un œil au poste de la chaîne, il y a même eu un moment où il y avait un spot TV par jour. C'était complètement lunaire. Et le gros problème, c'est que ça ne faisait que spoiler. Il y a même eu des extraits du film. Je tiens à rappeler que la scène de la rivière dont David Koepp est si fier a été spoilée à 90% grâce aux bandes annonces et aux spots TV. Universal a aussi mis fin à Dino Tracker, histoire de coller avec le narratif de son nouveau film, et la seule chose qui pourrait éventuellement ressembler à ce que nous proposait ce site, c'est cette vidéo avec des caméras de surveillance se concentrant sur le nid d'un Quetzalcoatlus du film. Et c'est arrivé très tardivement. Si vous avez réussi à échapper aux nombreux spots TV, bravo à vous. Passons maintenant aux origines du film. Si vous suivez la chaîne depuis quelques temps, il ne vous a pas échappé que j'ai couvert toute l'actualité de ce film, et ce dès le début avec des shorts et des posts. Replongeons-nous rapidement dans l'histoire de ce film pour bien comprendre ce qui a mal tourné. En 2020, c'est-à-dire 2 ans avant la sortie du Monde d'après, le producteur Frank Marshall avait déclaré lors d'une interview pour Collider que le Monde d'après n'était pas prévu pour être la conclusion de la franchise, et que ce film était même le début d'une nouvelle ère. Il avait ensuite ajouté, je cite, « Les dinosaures sont maintenant parmi nous sur le continent, et ils le seront pendant un certain temps, j'espère. » Début 2024, il nous a été révélé qu'un nouveau film Jurassic World était en développement. Il n'avait pas de réalisateur, mais nous connaissions son scénariste, David Koepp, qui a déjà travaillé sur le scénario des 2 premiers films Jurassic Park. Le développement du film avait tellement bien avancé que Universal Pictures envisageait une sortie pour 2025. Le script était déjà fin prêt. On nous avait aussi affirmé que ce film devrait nous faire entrer dans une nouvelle ère de la saga Jurassic, avec une toute nouvelle histoire. On nous a ensuite dévoilé la date de sortie, le 2 juillet 2025 en France et le 4 juillet aux États-Unis. Les deux dates ont fini par être inversées, mais j'en reparlerai dans ma partie concernant justement la sortie de ce film. Ce film avait donc sa date de sortie, mais toujours aucun réalisateur. D'après Deadline, David Leitch, notamment connu pour avoir co-réalisé le film John Wick et réalisé le film Deadpool 2, était envisagé pour être le réalisateur du film. Mais finalement, toujours d'après Deadline, le studio et le réalisateur avaient des visions divergentes sur le dit film. Et c'est un point plutôt intéressant. The Hollywood Reporter nous avait aussi affirmé qu'une de leurs sources leur avait dit qu'ils n'avaient pas, je cite, assez de temps pour travailler sur de nouvelles idées. En résumé, ils ont leur script et ils ne veulent pas ajouter de nouvelles choses dedans. C'est leur bébé, on n'y touche pas. Ce serait pour ça que Leitch n'a pas été retenu en tant que réalisateur. Ce qu'il voulait, c'était donc un réalisateur qui se contente bêtement de donner vie à l'écran au script de David Koepp. Après un certain temps sans réalisateur, voilà qu'on nous annonce que c'est Gareth Edwards qui va le réaliser. Avec Godzilla et Rogue One dans sa filmographie, nous pouvions nous attendre à de la qualité, au moins du côté de la réalisation et des effets spéciaux en tout cas. Le problème, c'est toujours le script. Si le scénario est mauvais, eh bien le film sera mauvais, il n'y a pas de secret. C'est quand même la colonne vertébrale d'un film. Mais de quoi s'agit-il donc? Quelle était donc cette histoire précieusement conservée par Universal? C'était sans doute un scénario en béton, bien travaillé pour nous proposer une toute nouvelle histoire intéressante et captivante, impliquant les dinosaures partout dans le monde. Eh bien non, l'histoire s'est révélée bien différente. En effet, le principe des dinosaures dans le monde entier a été dégagé entre 2 films. Mais pourquoi? Eh bien le site Total Film nous a apporté la réponse. Comme dirait Ian Malcolm, accrochez-vous, ça va faire mal. Le titre de l'article est le suivant. Le scénariste de Jurassic World Renaissance n'avait pas la moindre idée de la manière de poursuivre le thème des dinosaures dans notre monde des films précédents. Il est donc revenu en arrière en utilisant un moment clé du roman de Michael Crichton. Voyons ça en détail. Quand il lui a été demandé pourquoi il était si important pour lui de transformer les méchants reptiliens géants en méchants à nouveau, ce sont leurs mots pas les miens, David Koepp a répondu avec franchise. Ils ont poussé l'idée jusqu'au bout. Les dinosaures nichaient sur le Chrysler Building et louaient des appartements en centre-ville. Je n'avais aucune idée de la direction à prendre, mais je voulais respecter ce
ce qui s'est passé dans les 6 premiers films, parce que je déteste quand on regarde et qu'on nous manipule en disant « Non, ça n'est jamais arrivé » ou « C'était une chronologie ». En gros, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'on nous dirait que tel film n'est pas canon. C'est ce qui devait arriver avec Alien 5, on devait nous révéler que les 3e et 4e films n'étaient pas canon. Les personnages tués au début du 3e devaient revenir dans le 5. Ce point étant désormais clair pour vous, reprenons l'interview. Je déteste ça, alors j'ai dit « Non, tout cela est arrivé, mais je veux les rendre à nouveau spéciaux. Comment faire ? Je voulais qu'on retrouve leur environnement plutôt que le nôtre. » En relisant les livres, j'ai trouvé la justification parfaite. Il y a un excellent argument que je viens d'insérer dans le scénario. Nous pensons que ces créatures vont vivre ici maintenant, mais nous oublions que nous sommes sur une autre planète. Notre paysage est complètement différent, à l'exception de cette étroite bande où l'environnement, il parle des zones autour de l'équateur, est assez similaire à ce qu'il était autrefois, où les dinosaures peuvent survivre. Alors rendons les dinosaures exotiques et spéciaux pour que nous soyons obligés d'aller les chercher au lieu de nous battre avec eux pour un taxi. Voilà ce qu'il a sorti. C'est probablement l'explication la plus débile que j'ai jamais entendue. Je ne sais même pas s'il faut en rire ou en pleurer. Et ce type se dit scénariste. Les dinosaures tels que nous les connaissons vivaient dans divers types d'environnements, désertiques, enneigés, etc. Et n'oublions pas un détail important, si ces animaux ont pu survivre un peu partout sur la Terre actuelle, comme on le voit dans les films, et ce sans aucun problème entre 2018 et 2022, c'est-à-dire 4 ans, il n'y a aucune raison pour qu'ils meurent à petit feu au cours des 5 ans qui ont suivi. Parlons à présent de la sortie du film. Comme je l'ai dit plus tôt, Jurassic World Renaissance devait sortir le 2 juillet en France, et le 4 aux États-Unis. Mais voilà que d'un coup, les dates se sont inversées. Le film est sorti le 2 aux États-Unis, et donc un mercredi, alors que leurs films sortent d'habitude le vendredi, et pour la France, ce fut le 4, et donc un vendredi au lieu du mercredi comme on en a l'habitude. Mais pourquoi est-il sorti plus tard en France? Eh bien, il se trouve que la fête du cinéma vous permettant de regarder des films à 5 €, et donc moins cher qu'en temps normal, se terminait le mercredi 2 juillet. Universal, souhaitant se faire un max de blé et révélant au passage sa nature vénale, n'avait qu'une envie, empocher le plus de thunes possible. Sauf que mon coco, ce que tu oublies, c'est que ça ne concernait qu'un jour. Dans un pays où les cinémas enregistrent leur pire semestre depuis 28 ans, ne crois-tu pas qu'il aurait été plus intéressant pour ton film de sortir le dernier jour de la fête du cinéma? 5 € la séance pour le jour de la sortie de ton film, plus des salles climatisées tandis qu'il fait chaud dehors, ne crois-tu pas que c'est la recette du succès? Mais bon, après tout on parle de Universal. On a déjà eu droit à la décision catastrophique de faire mourir la quasi-totalité des dinosaures de la planète, et à un film au scénario plus que douteux, donc ce n'est pas surprenant. De toute façon, ils ont raison de s'en moquer, puisque le film va tout exploser au box-office, malheureusement. C'est un film de dinosaures, donc ce n'est pas étonnant qu'il cartonne, aussi mauvais soit-il. Et ça tombe bien, il est temps de parler de ce film. Je vais tout d'abord donner mon avis sans spoiler, et ensuite j'enchaînerai sur la partie avec spoiler. Je compte donc sur vous pour partir avant que nous n'en soyons à cette grosse partie de la vidéo. Sur ce, c'est parti pour la critique du film sans spoiler. Eh bien, on ne peut pas parler d'une renaissance. Jurassic World Renaissance fait partie de ces films dont on ne sait pas à quoi fait référence le titre. N'est-ce pas l'ascension de Skywalker? Les personnages sont globalement fades, sans saveur, comme un plat surgelé qu'on n'aurait pas fait réchauffer assez longtemps, excepté Duncan Kincaid qui se distinguait un peu du reste, et le père Delgado. Et encore, c'est peut-être juste parce que les autres étaient vraiment peu intéressants. Oui, j'inclus donc dans la catégorie des personnages fades, Zora Bennett et Henry Loomis. Comprenez-moi bien, je ne dis pas que ce sont de mauvais acteurs, mais dans ce type de métier, il faut qu'ils soient bien dirigés, et que l'écriture de leurs personnages soit bonne. Et c'est clairement ce qu'il manque à ce film, des personnages bien écrits. Prenons un exemple. Lee Jung-jae a particulièrement marqué les esprits dans Squid Game, c'est un bon acteur, il a été bien dirigé, et son personnage était bien écrit, dans la saison 1 en tout cas, le reste c'est sujet à débat. Mais dans la série The Acolyte en revanche, l'écriture de son personnage Maître Sol laisse à désirer, ce qui est d'ailleurs le cas de la quasi-totalité des personnages de cette série. Le film a un bestiaire plutôt complet, mais dont l'importance diffère grandement d'une espèce à l'autre. Plusieurs n'ont droit qu'à un simple caméo, dont un qui est particulièrement décevant, j'en reparlerai plus tard. Certains animaux rendent plutôt bien à l'écran, mention spéciale au tyrannosaure qui n'a pas été aussi réussi visuellement depuis Jurassic Park 3, mais pour les autres on sent vraiment que c'est de la CGI et pas de la bonne. On a quelques petites surprises par-ci par-là ayant échappé à la campagne intensive de promotion du film, mais ça ne sauve pas l'ensemble pour autant. J'ai toujours tenté de garder une certaine objectivité lors de mes vidéos analyses de bande-annonce pour ce film, mais les plus attentifs auront peut-être remarqué une petite pique très discrète que j'avais placée. J'avais fait mention d'un film sur lequel David Koepp avait travaillé il n'y a pas si longtemps, le dernier Indiana Jones. Koepp faisait partie des scénaristes de ce film, et on ne peut pas dire que ce soit un chef-d'œuvre, loin de là. Ce que j'ai tenté de vous faire comprendre à ce moment-là, c'est que quelqu'un qui a travaillé sur le scénario des 2 premiers films Jurassic Park peut tout à fait pondre une bouse monumentale. C'était le cas avec le dernier Indiana Jones, et force est de constater qu'il en est de même pour ce Jurassic World Renaissance. Et oui, moi aussi je fais du foreshadowing. Passons à présent à la partie avec spoiler. Comme d'habitude, si vous n'avez pas encore vu le film, je vous recommande de quitter la vidéo dès à présent. Pour les autres, ceux qui l'ont déjà vu et ceux qui n'en ont rien à cirer de ce film et qui attendent simplement une déculottée à la Jogo vs Sukuna, vous êtes au bon endroit. Comme les précédents Jurassic World, le film débute par une scène se déroulant avant les événements du dit film. Oui, je compte aussi le monde d'après, dont le prologue a été rajouté au film grâce à la version longue. Nous voici sur l'île Saint-Hubert, une île proche de la Guyane française, sur laquelle InGen faisait des expériences pour Jurassic World. Vous noterez au passage que Jurassic World n'est pas mentionné
mentionné ne serait-ce qu'une seule fois dans le film, on nous parle toujours de parc. La première scène nous introduit donc le lieu dans lequel se déroulera une bonne partie du film, et je crois bien que c'était la pire manière possible de raconter comment cette île a été abandonnée par InGen. Un emballage de sneakers. Quand j'ai vu le technicien le laisser tomber par terre, j'espérais vraiment que ce n'était pas ce que je craignais qu'allait se produire. Mais David Koepp l'a fait. Mesdames et messieurs, la chute de cette île a été provoquée par un emballage de sneakers, parce qu'un porc n'a pas été capable de jeter son emballage dans une poubelle. On parle quand même d'une base scientifique, il y a des conditions d'hygiène à respecter. Ce n'est pas pour rien si tout est blanc et que tout brille. L'objectif est d'éviter la moindre contamination. C'est donc complètement absurde. À partir du moment où on assiste à ça, on est fin prêt pour le film. Tu sais qu'il peut se passer tout et n'importe quoi. Si on m'avait dit ce qui allait suivre, je ne l'aurais pas cru. On nous a collé un texte qui nous explique « Ah bah les dinosaures n'ont pas réussi à s'adapter, beaucoup sont morts, les quelques survivants sont soit à l'agonie, soit près de l'équateur, qui serait paraît-il proche de leur climat d'origine, et les gens ont commencé à se lasser. » C'est tout, les gens ont commencé à se lasser. Je vois bien Koepp dans son fauteuil en train d'écrire ça et de se dire « Je suis un génie ». Un vrai génie en effet, puisque dans la scène qui suit, la radio nous parle d'abrachiosaure alors que nous voyons un apatosaure. C'est peut-être juste une hallucination collective, c'était peut-être le fruit de notre imagination. Passons à la scène du musée, là aussi il y a du grand cru, on a été bien servi. Comme dit précédemment, les gens se sont lassés. On ne sait pas pourquoi et le film ne prend même pas la peine de nous l'expliquer. Pour le médicament, thème central du film, on nous sort une pseudo-explication, mais ce n'est pas crédible. Je tiens à rappeler au passage que Biosyn étudiait déjà le système immunitaire ancestral des dinosaures pour sauver des vies, et que si la solution était tout bêtement de prélever l'ADN de 3 gros animaux préhistoriques de la terre, des airs et de la mer, cette société aurait déjà fabriqué ce médicament bien avant les événements de ce film. Ils avaient le Dreadnoughtus dans leur vallée, ainsi que le Quetzalcoatlus. Il ne leur restait plus qu'à trouver le mosasaure, donc même cet élément primordial du scénario n'a aucun sens. Mais s'il y a bien un truc dont je souhaitais parler, c'est d'un squelette. Et là je sens que vous vous demandez pourquoi. Est-ce que quelque chose vous a dérangé lors de cette scène? Non, le squelette de Quetzalcoatlus. Comment se fait-il qu'il ressemble à celui de l'île Saint-Hubert, une île censée être isolée et secrète, alors qu'il devrait ressembler à celui du monde d'après, celui de Biosyn, qui est un pur copier-coller de celui du prologue. Qu'on le veuille ou non, c'est à ça que devrait ressembler le véritable Quetzalcoatlus dans l'univers de Jurassic Park. Vous noterez au passage que le Dr Loomis, un expert, a dit que le mosasaure est un dinosaure. Puisque je viens de mentionner le mosasaure, profitons-en. Alors ça m'a pris de court. Le mosasaure du film est le mosasaure des 3 films précédents. Ok, dans ce cas, pourquoi est-ce qu'il ne lui ressemble pas? Il a gagné presque 10 mètres, même si vous me direz que le mosasaure ne cessait de changer de taille dans les films, sa couleur de peau est différente, et le bout de sa queue a changé d'apparence. Il a peut-être muté lui aussi, on n'est plus à ça près, me direz-vous. En tout cas, il s'est visiblement lassé des orques, puisqu'il chasse maintenant avec des spinosaures. Ça m'avait fait doucement rigoler dans la première bande-annonce, mais quand on voit le film finalement, c'est loin d'être la chose la plus absurde qu'il nous a proposée. Lors de cette partie avec le mosasaure et les spinosaures, 2 personnages perdent la vie. 2 personnages dont la mort ne m'a fait ni chaud ni froid. Bobby Atwater, joué par Ed Skrein, et Nina, interprétée quant à elle par Philippine Welch. On note au passage le grand humour de ce cher David Koepp pour le personnage d'Atwater. Bobby Atwater est donc B. Atwater, B. Atwater quand on prononce le B à l'anglaise, ce qui signifie être à l'eau, ce qui correspond parfaitement au personnage, qui est mort dans l'eau mâché par un spinosaure. Quel coquin notre cher David Koepp, quel humour! La scène avec Martin Krebs qui n'aide pas la fille aînée Delgado et la laisse tomber est du peu réchauffée. Dans le roman Le Monde Perdu de Michael Crichton, Dodson jette par-dessus bord Sarah Harding. D'ailleurs, il n'aura pas échappé au lecteur du roman que Martin Krebs est directement inspiré de Dodson, tel qu'il est présenté dans cette œuvre. Quant à Parker Genix, c'est juste un moyen de ressortir Biosyn sans pour autant que ce soit cette société. C'est quand même grave que ce film, aussi mauvais soit-il, et la série La Colo du Crétacé, aient tous deux réussi à proposer un personnage plus fidèle à Dodson que le Dodson du monde d'après, le premier étant Martin Krebs et le second Daniel Cohn. Je me permets de faire une petite parenthèse. Comme je l'ai dit dans la partie précédente, on a quelques surprises du côté des espèces. On a déjà la Neurognathus, qui était une surprise sans en être une, étant donné qu'il nous avait déjà été montré avant la sortie du film. J'aurais préféré une version similaire à celle de Jurassic World Live, là on a une sorte de grenouille volante qui ne paie pas de mine. D'un autre côté, on parle ici d'un reptile volant conçu par InGen et non par Biosyn. Le Quetzalcoatlus aussi est relativement moche comparé à celui du film précédent, mais sur une île ne comprenant que des spécimens n'ayant pas été considérés comme aptes à rejoindre le second parc, on va dire que ça passe. On a aussi un petit ptéranodon dans une cage au Suriname, pourquoi pas. Toujours au Suriname, et c'est plus intéressant, on a pu voir une tête de Dunkleosteus, un poisson préhistorique du Dévonien supérieur. Les questions qu'on se pose à son sujet, c'est d'où vient-il, qui lui a donné vie, était-ce InGen ou une autre société? Du côté de l'île, il y avait une sorte de triton, et une autre créature ayant tenté de s'en prendre au protagoniste, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Bref, revenons à nos Triceratops. Je regarde tranquillement le film, toujours avec mon visage impassible depuis la scène avec le sneakers, je devais d'ailleurs faire la même tête comme Lender. Et c'est alors que l'espoir renaît. On en arrive à une scène n'ayant pas été spoilée par la promotion du film. Ah non, en fait c'est juste moi qui n'avais pas vu. Apparemment ça fait depuis environ mi-juin qu'on a un aperçu de cette scène. Bref, voilà les vélociraptors qui arrivent. Mais c'était trop beau pour être vrai. Un mutadon débarque pour en zigouiller un. Je reprends donc mon visage impassible, ne laissant paraître que dégoût, un visage que je conserverai jusqu'à la fin du film. Ce n'est pas comme s'il n'y avait pas eu de vélociraptor aussi beau depuis Jurassic Park 3. Avec ce film, David Koepp nous a pissé dessus, littéralement lors de cette scène, puisque Ravir le fait en nous faisant face. Je serais très curieux de savoir ce que vous avez pensé des mutadons. En ce
qui me concerne, le Distortus m'aurait suffi. Je n'ai vraiment pas vu l'intérêt de mettre ces choses dans le film. J'aurais trouvé ça bien mieux qu'ils laissent leur place au Vélociraptor. D'ailleurs, dans la première bande-annonce, nous avions une scène avec un raptor à 2 têtes dans une cuve, qui a ensuite été remplacée par un mutadon bicéphale dans la seconde bande-annonce. Et c'est bien cette chose qui est dans le film. On avait aussi une scène avec Henry Loomis et Ravière, dans laquelle le premier dit « c'est des raptors ». Cette scène n'est pas présente dans le film. S'agit-il donc d'une scène coupée ou d'une scène ayant juste été tournée pour les bandes annonces? Une scène visant à ne pas éveiller nos soupçons quant à l'arrivée de cet immonde dragon dont le design est purement dégueulasse. Eh bien, il s'agit d'une scène coupée dont le contenu nous est écrit dans ce magazine Empire et la vidéo des coulisses du film visible sur le site de Dr Pepper nous en donne un aperçu. Les Vélociraptors devaient d'abord s'en prendre aux protagonistes avant de prendre leurs pattes à leur cou en sentant l'arrivée des mutadons. Donc, si un jour cette scène coupée finit par être dévoilée, ne vous attendez pas à grand chose, elle servira juste à mettre en avant les immondes vouivres une fois de plus. Ça n'a donc pas grand intérêt. En parlant de ça, le site Gizmodo a dévoilé une interview avec Gareth Edwards, au cours de laquelle le réalisateur explique que 3 scènes coupées seront probablement dans la version DVD, 2 qu'il était d'accord pour enlever du film, et la dernière qu'il était plus réticent à retirer. Laquelle à votre avis? Roulement de tambour? La scène avec les raptors. Quant aux 2 autres scènes, c'est un mystère, mais ça m'étonnerait qu'il s'agisse du moment où nous devions voir 2 titanosaures en train de s'accoupler. C'était dans une ancienne version du scénario, donc je ne pense pas que ça a été tourné. Quant aux Carnotaures et aux Diabloceratops, aucune nouvelle à leur sujet. Ils brillent par leur absence. Soit ils étaient dans une ancienne version du script, soit ils sont dans une scène coupée. En tout cas, c'est bien la première fois que 2 dinosaures n'apparaissant pas dans un film ont droit à leur propre figurine Funko Pop. Prenez ça avec des pincettes, mais j'ai souvent entendu parler d'un affrontement entre un Spinosaure et un Triceratops. C'était donc peut-être ça la scène du Diabloceratops. Il reste à savoir si elle existe vraiment ou si ce n'est qu'une fantasmagorie de fans. En tout cas, il ne vous a pas échappé qu'aucun cératopsien n'apparaît dans ce film. On a juste un Triceratops à 2 têtes dans une cuve. Je sais de sources sûres que certains d'entre vous n'avaient déjà ras-le-bol que les séries d'animation éclipsent complètement cet animal. Alors là, je n'ose même pas imaginer comment vous vous êtes senti en voyant que pour la première fois, aucun Triceratops bien vivant n'apparaît dans un des films. Le tyrannosaure quant à lui est bel et bien là, encore heureux, et s'il y a bien une scène qui intéressait pas mal de monde, c'est la scène de la rivière avec ce super prédateur. Ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs que certains spectateurs soient seulement venus pour elle. Alors, qu'en ai-je pensé? Tout d'abord, ce tyrannosaure a visiblement des pouvoirs magiques, c'est pour ça qu'Ingen a laissé là. Sérieusement, admettons que le canot le cache. Vu la taille du bestiau, on devrait au moins voir le haut de son corps derrière l'embarcation. Ce genre de scène, ça pourrait marcher avec un vélociraptor ou un dilophosaure, mais pas avec un tyrannosaure. Et je mets les titanosaures dans le même panier. S'ensuit la scène de la rivière, dont la quasi-totalité nous a été spoilée par les bandes annonces et les spots TV. La seule chose que je retiendrai de cette scène, c'est la musique quand elle débute, et je crois bien que c'est la seule musique qui m'a marqué. Le reste, c'était très souvent du John Williams repompé de Jurassic Park, premier du nom. Je me suis plusieurs fois demandé pourquoi ils ont mis cette musique à tel moment. C'était vraiment pour tenter désespérément de nous rappeler que nous regardions un film Jurassic Park. Ah, ils ont vraiment voulu nous mettre dans l'ambiance, hein. Regardez, revoilà une île avec des dinosaures. Regardez, on vous a mis des musiques du premier film. Vous êtes contents, hein? Mention spéciale au tyrannosaure qui n'arrive pas à percer un canot pneumatique. D'ailleurs, c'est peut-être moi qui n'ai rien compris, mais en quoi était-il nécessaire que les Delgado prennent ce canot alors qu'ils ont manqué de se faire dévorer par des animaux aquatiques peu de temps avant? Et ça, c'est sans parler du tyrannosaure. Ne pouvait-il pas simplement continuer à pied? Ça valait vraiment le coup de se mettre en danger avec un carnivore géant? Ce n'est pas comme si Dolores l'Aquilops avait réussi, on ne sait comment, à rejoindre la zone du laboratoire de l'île sans pour autant passer par la rivière. Tout comme le tyrannosaure, le Distortus Rex a lui aussi des pouvoirs tout droit hérités du mosasaure. Et oui, lui aussi maîtrise le changement de taille. Il est gigantesque, digne d'un kaiju lorsqu'il chope l'hélicoptère, mais lors des scènes qui suivent, il a rétréci. Incroyable, non? Que nous ayons une créature de ce genre dans le film, pourquoi pas? Mais il faut quand même qu'elle ait un intérêt dans le scénario. Le D-Rex apparaît au tout début du film, et revient seulement à la toute fin, histoire de dire « Coucou, c'est moi ». On pourrait l'enlever et ça ne changerait strictement rien au film. C'est quand même grave. En parlant du D-Rex, il faut que vous sachiez que, comme c'était le cas dans les 3 précédents films, en effet c'est devenu une sorte de tradition, il devait y avoir un combat final, et dans ce cas-ci c'était le tyrannosaure du film qui devait faire son retour pour affronter et tuer la créature. Cependant ce n'est pas arrivé grâce au superviseur des effets spéciaux du film qui a dit, je cite, « C'est ce qui arrive dans tous les films, Gareth. Le T-Rex débarque et sauve la situation, et tout le monde s'y attend. J'étais si content que tu ne fasses pas ça. » Et je suis du même avis que lui. Je n'avais pas du tout apprécié l'affrontement final du monde d'après, et l'idée même de cette rivalité entre le tyrannosaure et le giganotosaure. Déjà c'était absurde de faire se rencontrer 2 super prédateurs n'ayant pas vécu au même endroit et à la même époque. Et ensuite, on a eu droit à une sorte de sous-intrigue de vengeance, alors même que le prologue nous donne l'impression que le tyrannosaure a tenté de monopoliser le territoire du giga, ce qu'on retrouvera après dans la suite du film, avec le tyrannosaure de Nublar qui se retrouve dans le territoire du giga et finit par le tuer. Un film de ce genre n'a pas besoin d'avoir un combat final épique, et ça m'étonnerait d'ailleurs que le T-Rex soit capable de vaincre le Distortus à lui seul. Voilà donc un point positif pour Jurassic World Renaissance. Un point positif, noyé dans une mer de points négatifs certes, mais un point positif quand même. Nous en arrivons à la fin du film. Tous les survivants restants parviennent à s'enfuir. Même Duncan a survécu on ne sait comment. Là aussi j'ai du croustillant digne
de croustilles-poulet à vous partager. Le site Gizmodo nous a révélé les petits secrets de cette scène, et ce n'est pas joli. Voici ce qu'a déclaré Gareth Edwards à propos de la scène du sacrifice de Duncan. Il y avait une version du script où il est mort, et puis quand on a cherché à recruter Mahershala, je crois qu'ils, en gros les gars de chez Universal, se sont dit « c'est un acteur important, on aimerait qu'il reste ». Alors on a changé d'avis, il est vivant. Et puis quand j'ai parlé à Mahershala, il a évoqué sa mort, il a dit « je pense qu'il devrait mourir ». J'ai vu une opportunité, et j'ai dit « je suis tout à fait d'accord, on s'est battu pour ça et on a obtenu gain de cause ». Et puis on est revenu à sa mort. Je fais une petite parenthèse. Bravo à Mahershala Ali et Gareth Edwards d'avoir voulu faire quelque chose de logique. Malheureusement, comme vous le savez, ce n'est pas ce qui s'est passé. Intéressons-nous maintenant à la suite de ce qu'a dit Edwards. Puis Universal, dans sa grande sagesse, a dit « écoutez, on n'a pas le temps pour une prise de vue improvisée, ni pour des reprises, ni rien de ce genre. Trouvez juste quelque chose pendant votre séjour en Thaïlande qui puisse fonctionner dans l'hypothèse où il vivrait. Faites-le, c'est tout. » Je me suis dit « je sais comment ça marche. Si je tourne quelque chose, ça finira dans le film. » Alors je me suis dit « il faut que j'imagine une version vraiment réussie de lui vivant et comment ça pourrait fonctionner. » J'ai essayé d'imaginer quelque chose, et puis j'ai commencé à tomber sous le charme de cette idée et à me dire « en fait, j'aime bien ça. » Et puis on a tourné, et j'ai vraiment adoré la performance de chacun. Je me demande pourquoi ça marche, si ça marche, et je ne m'y attendais pas du tout, mais comme tout se déroule ainsi et a été mis en scène parce qu'on pensait qu'il allait mourir, avec les derniers adieux et ce genre de choses, on se dit, on ne fait ça au cinéma que quand quelqu'un va mourir, et on a tout gardé. Je pense que le public a inconsciemment compris qu'il était fichu. Et puis quand il revient, c'est vraiment surprenant. La première fois que je l'ai vu avec un public américain, c'était l'autre soir à l'avant-première, et ma réaction préférée de tout le film a été quand il y a eu cette fusée éclairante derrière Scarlett. Il y a eu des acclamations et des applaudissements massifs, et il savait déjà ce qui allait se passer, et c'était vraiment adorable. J'ai failli fondre en larmes. Je me suis dit, ouais d'accord, je suis content d'avoir eu tort. Je suis content que le studio nous ait dit de tourner ce petit moment supplémentaire. Fin de la citation. Et oui, c'est donc Universal qui a eu la brillante idée de faire survivre Duncan, alors que ça n'avait aucun sens, et qui a réussi à bien implanter cette idée grotesque dans le cerveau du réalisateur. Au vu de sa proximité avec le Distortus, le personnage n'avait aucune chance de s'en sortir, et même si cela avait été le cas, aucune justification à cette survie ne nous a été montrée à l'écran. Il a survécu, et c'est tout. Et tout ce petit monde quitte l'île à bord d'un bateau. Une scène similaire à celle de la fin du monde perdu de Michael Crichton, mais aussi à celle du premier Jurassic Park. Une scène inoubliable avec les pélicans nous rappelant à quel point les oiseaux sont proches des dinosaures. Sauf que là, on nous montre des dauphins, qu'est-on censé comprendre? Là vraiment je ne vois pas, mais c'est à l'image du film, donc ce n'est pas vraiment surprenant. Et c'est là-dessus que je conclue en beauté ma critique de ce film. Bon courage à Universal pour nous pondre quelque chose de correct après ça. Ils ont réussi à se tirer une balle dans le pied en réduisant à ce point les possibilités d'histoire, et pour la saga Jurassic Park, cette balle pourrait bien être fatale. Nous n'aurons d'autre choix que de nous cantonner aux îles comme avant. Bien joué Universal. Disney a fait très fort avec Star Wars, Amazon aussi avec Le Seigneur des Anneaux, mais alors vous êtes hors compétition. C'est du jamais vu. Vous explosez la concurrence. D'après le site Max Bleeze, ce film pourrait être acheté ou loué dès le 5 août sur les plateformes numériques telles que Amazon Prime, iTunes, Vudu et Google Play Movies and TV. Oui, seulement un mois après la sortie du film au cinéma. J'imagine que ça ne concerne pas la France, mais au moins vous êtes au courant. Ils n'avaient pas l'air d'avoir tant confiance que ça en leur caca doré qui a servi de scénario à ce film, et quand on voit le résultat, ce n'est guère étonnant. Qu'on ait aimé ou non les suites de cette franchise, force est de constater que la saga Jurassic Park aurait dû s'arrêter au monde perdu. C'était la conclusion parfaite. Les dinosaures vivent tranquillement dans leur coin sans la moindre intervention humaine. C'était ce que voulait John Hammond. Dès le troisième, qui est plus un spin-off à mes yeux, on veut nous faire croire que personne ne surveille l'île et que n'importe qui peut s'en approcher. Le quatrième film, quant à lui, nous ramène sur la première île avec un nouveau parc. On nous affirme que c'était la dernière volonté de John Hammond, un nouveau parc avec des dinosaures. J'espère que John a juste dit sur son lit de mort, je me demande quand même ce qui se serait passé si mon parc avait fonctionné comme je l'espérais. Ce que Simon Masrani aurait interprété comme une dernière volonté. J'ose espérer que c'est ça, sinon ça contredirait l'évolution de John Hammond. À la fin du film, les dinosaures sont de nouveau libres sur leur île et on aurait pu s'arrêter là. Sauf que non, le cinquième film a fait en sorte que le volcan de l'île entre en éruption pour partir ensuite sur les dinosaures qui se retrouvent sur le continent américain. Donc ça nous fait déjà un troisième film pas nécessaire, un quatrième pas nécessaire et un cinquième pas nécessaire. À partir de là, nous avons ensuite le sixième film qui devient nécessaire pour expliquer ce qui se passe après le déferlement des dinosaures dans le monde des humains. Comme je l'ai dit plus tôt, ce sixième film devait servir de porte d'entrée, d'introduction à d'autres films centrés là-dessus. Mais le septième film l'a rendu complètement obsolète en balayant toute possibilité de voir des suites à l'intrigue des dinosaures dans le monde entier. Quant à ce dernier film, j'en ai déjà suffisamment parlé. Aucune suite ne vaut la fin du monde perdu. Seul l'appât du gain de Universal a permis à ces suites de sortir l'une après l'autre. Jurassic Park n'aurait dû avoir que 2 films, un pour chaque roman. De son côté, Retour vers le futur s'est conclu en 1990 avec son troisième film, et cette trilogie avait un début et une fin. Pas de nouveaux films avec une pirouette scénaristique, pas de nouveaux films avec de nouveaux personnages. L'histoire s'est arrêtée là, et c'est très bien comme ça. Et ce sont des films de Universal. Quand ils veulent, ils peuvent.
Enfin bref, de votre côté, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film. L'avez-vous aimé? L'avez-vous détesté? Êtes-vous plus nuancé à son sujet? N'hésitez pas à m'en faire part. C'est avec plaisir que j'en discuterai avec vous, parce que c'est toujours un plaisir de discuter avec vous, mais pas parce que le film était un plaisir, il convient de le préciser. Et croyez-moi, j'aurais largement préféré dire du bien de lui et passer un bon moment devant. Heureusement que mon billet était gratuit. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, survivre à ce film tient du miracle.